Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Emmanuel Bossu, je suis avec le Centre de recherche, innovation et transfert en art du cirque, le CRITAC, qui est d'ailleurs partenaire du Lab7. Et vous pouvez assister à toutes sortes de résultats de recherche. On a un centre de recherche pendant le forum. On a un super beau panel ici. Quel écosystème pour la compagnie créative de demain? Donc, on va parler de financement, de modèles d'affaires, de toutes sortes de choses. On a 3 super experts avec nous. Je vous invite à me rejoindre. Alors, ça, vous pouvez déjà les applaudir déjà en avance. Ça va les motiver. Donc, 3 super experts. Je les présente brièvement, puis ensuite, je vais leur demander à tour de rôle de se présenter. Ça va être plus simple. Donc, on a ici, à ma droite, Delphine Beauchamp, qui est directrice générale de La Piscine, qui est un accélérateur entrepreneurial. Tu vas pouvoir le définir mieux que moi, et qui vient de lancer d'ailleurs Trajectoire numérique, qui va accompagner des dizaines et des dizaines de projets en art numérique à travers le Québec. Je vous invite à aller voir leur site web pour plus d'informations. Delphine, est-ce que tu aimerais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, en fait, moi, mon parcours, à la fin de mes études, j'ai joint le Cirque du Soleil pendant 10 ans près des équipes de création, d'événements. Puis après, j'ai épousé un parcours entrepreneurial, pas dans la créativité ni la culture, pendant un autre 10 ans. Et à la fin de ces 10 années-là, on m'a proposé de joindre La Piscine, qui est un incubateur-accélérateur pour les organisations créatives et culturelles. Donc, on accompagne la structuration, la croissance, l'innovation dans tous les secteurs de la créativité. Et on a effectivement un projet qui s'appelle Trajectoire numérique qui est supporté par le ministère de l'Économie, le ministère de la Culture et la SEDEC et qui vise à aider une centaine d'organisations créatives et culturelles à réfléchir à comment la technologie peut les aider à innover dans leur modèle d'affaires. Donc, et ça a été lancé il y a 2 semaines, puis ça va se dérouler pour les 2 prochaines années. Voilà. Merci d'être là, Delphine. On a ici aussi Emmanuel Cameron, donc 2 Emmanuel sur un même panel. Ça, c'est rare. Alors, vous pouvez m'appeler Manu si vous voulez m'interpeller. Emmanuel Cameron, qui est cofondateur et co-directeur, je pense, de l'organisation Continuum, qui se décrit comme une centrale de projets structurants en innovation entrepreneuriale. Emmanuel, est-ce que tu aimerais te présenter, s'il te plaît? Oui, merci, Emmanuel. Puis c'est le fun aussi de pouvoir recommencer à être sur des panels avec... fait que pour moi, vous m'avez forcé à sortir de la Rive-Sud. Je suis vraiment content d'être là. Vous allez le voir avec ma voix. J'ai pas veillé tard hier, puis j'ai pas non plus le COVID. Fait que si jamais ma voix fluctue, donnez-moi un coup de pied ou quelque chose. On a lancé sur la Rive-Sud de Montréal le premier incubateur de start-up, de jeunes pousses en 2016. Et à l'époque, ça se voulait un projet tout petit, tout simple pour donner une porte d'entrée pour les entrepreneurs de la Montérégie, qui est quand même le 2e emploi économique puis géographique au Québec. Puis à travers les années, on a raffiné notre modèle, puis on s'est concentré sur les technologies en fabrication locale à travers un réseau de 4800 manufacturiers puis l'Association des designers industriels du Québec. Et on fait de l'innovation en continu. Alors, je suis content d'être là pour parler de l'écosystème de financement et d'innovation. Merci d'être là, merci beaucoup. Et finalement, on a l'honneur d'avoir Laurent Simon avec nous, qui est professeur et directeur du département Innovation et Entrepreneuriat à HEC Montréal et aussi co-directeur de Mosaïque, l'école d'été en management de l'innovation. Laurent, est-ce que tu aimerais dire un mot pour te présenter? Merci Emmanuel, bonjour. Bonjour à tous et à tous. Donc, moi je suis prof et puis en donnant des fois l'impression de venir du temple du néolibéralisme, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a à HEC Montréal une longue tradition d'intérêt, de recherche, d'accompagnement sur le milieu des arts et de la culture, sur le milieu des industries créatives. Moi, j'ai personnellement un track record assez long avec l'industrie du jeu vidéo. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à la fois cet univers qui souvent n'est pas vraiment reconnu comme un univers économique ou un acteur économique légitime de plein droit. Puis nous, on pense que c'est de fait ça, qu'il y a des emplois qui se créent dans la culture, qu'il y a de la richesse qui se crée par les arts et la culture, et qu'on a une responsabilité à la fois de recherche, d'accompagnement, puis d'enseignement. J'ai le grand privilège aussi depuis un certain nombre d'années, avec un de mes collègues qui est là, je pense, là, de piloter un cours d'intégration dans l'un de nos programmes en gestion des arts et de la culture, puis qui nous amène aussi à apprendre beaucoup, puis à réfléchir live avec des gens du milieu sur les enjeux de développement et d'accompagnement.
Super, merci beaucoup d'être là. Donc, quel écosystème pour la compagnie créative de demain? On va toucher toutes sortes de choses, mais il y a un des éléments, puis on va se lancer directement là-dedans. Donc, sujet chaud, le financement. On en a entendu parler dans le dernier panel, les enjeux du financement. Le financement des arts via les différents conseils des arts, financement du numérique via d'autres poches de financement. Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de financement au niveau des arts numériques. En ce moment, c'est en train de changer encore une fois. Donc, j'aimerais vous entendre, je ne sais pas qui veut se lancer au niveau des enjeux du financement, comment réinventer, comment réfléchir au financement, comment financer tous ces beaux projets créatifs qu'on aimerait faire. Je n'avais pas entendu qu'il y avait un problème. On va parler de ça aujourd'hui. Non, mais clairement, pendant le COVID, on a fallu qu'on se réinvente autant au niveau entrepreneurial qu'au niveau des industries créatives et culturelles. Vous êtes une pléthore d'entrepreneurs. Puis, fort des nouveaux ajouts dans notre équipe, on a quelqu'un qui devait être là aujourd'hui, que j'ai pu remplacer, qui vient du MT Lab, qui est un incubateur l'autre bord de la rue. Si à la fin, vous êtes perdu dans le milieu des incubateurs, c'est normal, il y en a 72. Mais on va vous démêler tout ça si au besoin. Puis au niveau des différentes sources de financement, on a travaillé avec le Conseil de l'innovation du Québec pour faire un mapping de tous les financements, dans le milieu des projets qui touchent de près ou de loin à l'innovation. Puis clairement, encore une fois, le milieu créatif, culturel, vous baignez là-dedans. Donc, cette overview-là nous a permis de pouvoir vraiment bien cibler. Puis aujourd'hui, on est plus en phase de comment vous transmettre l'information pour que vous soyez à même de décider plus aisément où vous dirigez pour aller chercher ces financements-là supplémentaires ou complémentaires qu'on est peut-être des fois moins habitué d'aller chercher. Mais je pense que les experts en financement entrepreneurial et créatif, c'est à ma gauche ici. Delphine, pas de pression. Tu vas trouver toutes nos solutions parce qu'il y a vraiment des enjeux pour les artistes. On en a entendu parler. Je ne vais pas répéter ce qui s'est dit dans le dernier panel, là, mais pour faire suite à ce qu'on a entendu tout à l'heure, différents financements qui viennent de différents endroits pour différentes choses. Donc, comment on accompagne les entrepreneurs, les artistes là-dedans? Je pense que la posture que nous, on a, c'est on reconnaît les enjeux et ils sont là. Qu'on peut faire pour surmonter ces enjeux-là à différents niveaux et peut être en dehors de notre ressort. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider les organisations à réfléchir à une vision du financement peut-être plus globale. Puis ce qu'on essaie de montrer, c'est toutes les poches de valeur qui existent à l'intérieur d'une organisation créative et culturelle, puis comment on peut les valoriser. Donc, est-ce que c'est possible de développer des modèles qui vont venir se joindre à un modèle de financement traditionnel pour assurer la pérennité, le développement, la croissance d'une organisation? C'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième, je dirais, c'est peut-être d'aider les organisations aussi dans la formulation de ce que certains bailleurs de fonds peuvent attendre comme réponse pour comprendre, en fait, ce qu'ils sont en train de financer, notamment, par exemple, le ministère de l'Économie a des fois des façons différentes d'analyser un financement qu'un autre bailleur de fonds. Donc, on a aussi une expertise pour aider sur ces définitions-là. Après, il y a d'autres niveaux aussi de financement privé qui sont accessibles et qui demandent eux aussi d'autres analyses, d'autres considérations. Puis pour les gens qui sont intéressés à considérer ces options-là, on est disponible aussi pour le faire. Donc, voilà. Il y a plusieurs options. Après, c'est un choix personnel des fondateurs, des dirigeants, qu'est-ce qu'ils projettent, en fait, pour leur organisation créative, qu'est-ce qu'ils ont envie de développer. Donc, nous, on est agnostique au niveau où, je dirais, on est neutre au niveau de la valeur créative. C'est pas notre rôle de juger de la valeur. Notre rôle, c'est de voir le potentiel derrière l'intention des créateurs, puis de les aider à le maximiser ou à le valoriser. Donc, j'entends de votre part, j'arrive Léon, mais j'entends qu'il y a du financement, qu'il y a de l'argent dans différentes poches, qu'il faut mutualiser les sources de financement, trouver une manière de rallier tout ça, mais ça demande quand même des compétences pour aller demander ou répondre à des critères qui sont parfois très différents les uns des autres. Laurent, tu allais commenter? Oui. D'abord, je suis content qu'on ne soit pas tourné tout de suite vers le prof pour cette question-là, parce que je ne suis pas un expert du financement.
Peut-être un constat un peu plus large, par contre, parce qu'on entend beaucoup sur cette question du financement un discours un peu paupériste là, sur le milieu. Puis dans les faits, si on regarde vraiment de façon très large, dans la plupart des pays développés, le financement public n'a pas diminué. Et le financement privé n'a pas diminué. Il est relativement stable. Mais ce qu'on constate, par contre, c'est peut-être un désir plus fort de création. Plus de personnes qui se présentent face à ces solutions de financement. Ce qui veut dire aussi, en écho à ce que disait Delphine, que c'est clair que la charge de la preuve, elle repose sur les épaules des créateurs et que la façon de se présenter, la façon de présenter la valeur, les impacts de la création aussi, il faut qu'elle évolue. Puis elle est en train d'évoluer. On parle de plus en plus des périphéries de la valeur symbolique, de la valeur émotive de la création. Et puis on se rend compte que là, il y a effectivement des effets possibles à travailler. On n'a jamais autant parlé d'art-thérapie, on n'a jamais autant parlé du rôle de l'art dans des prises de conscience sociales, environnementales. On a terminé l'autre panel aussi sur ces questions-là. Puis c'est ce travail de l'argumentation qui est aujourd'hui aussi peut-être pesant, et qui n'est pas forcément formé ou accompagné ou structuré. Mais il y a un changement, effectivement, qui est en train de s'opérer, qui suppose de penser aussi autrement les modèles de valeur, sinon c'est un gros mot, je sais, mais le modèle d'affaires de ce qu'on va présenter. Donc, continuons. Là, tu viens de nommer modèle d'affaires. Comme professeur, je vais me tourner vers toi, Laurent, maintenant, cette fois-ci. Tu t'es mis là tout seul, hein? Donc, des modèles d'affaires, c'est sûr que les modèles classiques, c'est financer nos projets, les projets artistiques, via les subventions ou via la vente de billets. Dans le numérique, ça peut éventuellement se transformer. Ou est-ce que ça doit se transformer? Comment on réfléchit? Qu'est-ce qu'on doit changer dans nos modèles d'affaires? Est-ce qu'on doit changer quelque chose? On a parlé depuis un certain nombre d'années, par exemple, de l'importance de la captation, de la longue traîne, de garder quelque chose, de rematérialiser quelque chose qui serait vendable, par exemple. Je voyais dans les projets précédents aussi, dans le panel précédent, là, des nouvelles formes de partenariat. Entrer en partenariat avec Epic Games et Hewlett-Packard, c'est peut-être une façon aussi de travailler autrement. C'est clair que le financement public du numérique pour les arts et la culture, il cherche encore sa place, ses façons de faire. On devrait d'ailleurs probablement bannir le terme numérique comme substantif, parce qu'il y a des activités, des outils, des besoins numériques aux différentes étapes de la chaîne de valeur. Au moment de la création, au moment de la production, Maxime a donné de très bons exemples sur comment ça peut alimenter de la création, en production, en diffusion. Et on ne doit pas financer de la même façon la création, la production, la diffusion, par exemple. Donc ça pose beaucoup de questions sur les leviers de financement. Mais à nouveau, je pense qu'il y a un retour nécessaire sur le pourquoi on le fait, comment on veut le présenter, à qui on veut le présenter, à qui on parle, et puis qui ça va intéresser, qui va être prêt à nous appuyer dans ces démarches-là. Puis ça m'amène... Oui, tu avais rajouté quelque chose? Je peux rebondir peut-être sur 2 points. Il y a un élément au niveau de la formulation ou du, comme tu le disais, Laurent, qui est peut-être intéressant à considérer, c'est... En fait, pour certains bailleurs de fonds, l'intérêt qu'ils vont avoir, c'est pas l'intention du concepteur ou de l'organisation, c'est l'impact imaginé sur les gens qui vont recevoir la solution ou l'œuvre. J'essaie d'employer des mots là, qui sont flous volontairement pour dire, en fait, ils s'intéressent à l'externe, alors que les artistes, forcément, ont souvent tendance, ou les créateurs, à parler de leur envie, de leur intention, de où ils veulent aller, ce qui est tout à fait légitime, mais pour le financement, c'est qu'est-ce que les gens qui vont recevoir l'œuvre vont recevoir, de quoi ils vont bénéficier, comment ça va les faire évoluer. Donc, c'est peut-être ça un élément de réflexion. Et le deuxième qui a été nommé aussi par Laurent, c'est qui est un sujet que j'apprécie personnellement, mais quand les projets sont développés par les organisations créatives, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'expérimentation, on en a entendu parler tout à l'heure, et il y a forcément des choses qui peuvent être réutilisées dans d'autres secteurs, et qui peuvent être donc mises à disposition. Puis c'est quelque chose qui est très fréquent dans d'autres secteurs industriels. J'en nommerai pas, mais il y en a plein. Puis la création, la créativité a exactement le même potentiel. Il y a des expertises incroyables qui pourraient être mises au service de d'autres solutions sans nuire ou sans arrêter la conception artistique, juste en parallèle, en partenariat, en collaboration,
pour servir le développement de d'autres projets d'expérimentation et d'innovation. Donc, je pense que c'est 2 endroits où il y a matière à réflexion. Ouais, c'est super intéressant, Emmanuel. Je ne sais pas, avant de switcher de point, aussi tenez compte qu'on parlait d'expérimentation ici, donc on a parlé d'échecs tantôt, qu'on n'a pas toujours les moyens de faire des échecs, donc, mais on a tout le temps les moyens de faire des petits échecs puis d'apprendre rapidement. Donc, il faut valider. Il faut se rapprocher de son sujet très rapidement. Puis on parle ici que, surtout dans le milieu économique, le MEI, l'innovation, puis maintenant énergie aussi qui s'est rajouté. On parlait de développement durable tantôt. Rapprochez-vous des financiers ou des parties prenantes, des partenaires, très tôt dans le processus. Vous êtes des boîtes à idées, il y a plein de choses. Donc, avant de vous rendre trop loin ou d'attendre qu'il y ait des appels à projets, vous pouvez déjà aller susurrer à l'oreille des bonnes personnes, puis prévalider c'est quoi qu'eux vont vouloir regarder au travers de ça pour pouvoir déjà aligner, puis vous donner plus de chance dans votre appel à projet ou votre demande de financement. Donc, articuler le discours, argumenter, expliquer ce qu'on va faire, l'intention, etc., etc. Mais je reviens avec un point. Tantôt, je l'ai nommé un tout petit peu parce que financer les projets, la création, c'est une chose, mais monétiser les résultats, c'est-à-dire les œuvres à la fin, est-ce que dans le modèle d'affaires, il y a à se poser des questions sur comment on rentabilise la production une fois qu'on est prêt à diffuser, en fait? Oui. Et ce qui suppose, pour faire écho là encore à ce qu'on vient de dire, ce qui suppose de penser peut-être autrement la valeur, de ne pas prendre pour acquis ni le mécénat public ni le mécénat privé. Puis ça, c'est choquant parfois de l'aborder sous cet angle-là, mais on a beaucoup, même pendant la Covid, après la Covid, instrumentalisé la culture en disant on a besoin de ça. Bon, est-ce qu'on finance véritablement ce besoin-là? On a beaucoup utilisé la culture pour la relance du centre-ville, pour la relance du tourisme, par exemple. Il y a probablement des formes de partenariat un peu différentes à aller explorer en amont. Il y a probablement des formes de valeurs cachées. Je pense souvent, là, sur ces modèles d'affaires, par exemple, au making-of. Le fait aujourd'hui, pour le public, le fait de voir un artiste, un collectif, des créateurs créer, souvent presque autant de valeur que de voir la création aboutie. On parle de plus en plus de co-création aussi. Quelle place active on peut donner au public dans une œuvre? Et un public qui va venir chercher ça. Comment on peut valoriser cette participation? C'est ces espaces-là, périphériques à nouveau, à la valeur symbolique, à la valeur émotive, qui de plus en plus peuvent être porteurs. Parce qu'à nouveau, on est face à une enveloppe qui, même si elle n'a pas diminué, est à peu près constante pour des demandes de financement qui sont en augmentation. C'est super intéressant. J'aime beaucoup la notion de making of. Vous, comme vous accompagnez des entrepreneurs et des artistes tout au long de l'année, est-ce que vous voyez beaucoup d'artistes qui se posent cette question-là de mettre de l'avant leur processus ou ils sont encore très concentrés sur le résultat final? Mettre de l'avant, je pense que oui, mais en fait, c'est plus la façon dedans. Il y a une question de... On a beaucoup parlé de... Il y a des buzzwords qui naissent comme la découvrabilité ou comme l'audience ou comme l'hybridation. Mais faut qu'il y ait une valeur au fait de le faire, puis ça peut demander, puis c'est effectivement une série de processus différents. Puis il faut faire le chemin, la réflexion jusqu'au bout, jusqu'à l'audience et se demander comment, encore une fois, elle reçoit, c'est quoi le contexte, puis ultimement, comment c'est monétisé. Des fois, ça n'a pas besoin d'être monétisé sur le coup, mais comment ça rapporte à l'ensemble du système après. Puis ça devrait faire partie des critères de sélection d'une initiative aussi, parce qu'elle peut permettre d'en générer d'autres ensuite. Donc, il peut y avoir des opportunités plus intéressantes à saisir à certains niveaux qui vont devenir des leviers après pour financer d'autres expérimentations qui vont retourner dans la création. C'est des cycles qu'il faut dessiner au complet puis prendre le temps d'analyser des fois avant de se lancer. Oui, puis en ce sens-là, je ne parlerai pas au nom de tous les incubateurs, il y en a beaucoup trop, mais je vais juste parler au nom de la piscine. Non, on a la chance d'avoir une multitude d'humains, parce qu'avant tout, un entrepreneur, une business, c'est des humains en arrière, des visionnaires. Il faut investir dans ces gens-là en premier. Puis quand ils arrivent, ils sont rapides à sa gâchette, à vouloir tout de suite, là on parle de l'œuvre, plutôt que de prendre un step back puis de regarder avec nous le processus. Mais dans les organismes de soutien à l'entrepreneuriat, on est là pour vous forcer à ouvrez votre kimono, montrez-nous qu'est-ce que vous avez. On veut évaluer aussi votre résilience. C'est tous ces aspects-là qu'on va prendre en considération après parce que
Si la seule chose qui peut vous permettre, dans votre cadre de votre projet, qui voit le jour un jour, c'est une subvention, déjà là, il y a une remise en question sur qu'est-ce que vous pourriez faire autre qui pourrait s'inspirer de votre vision globale, mais qu'on pourrait faire à plus petite échelle pour peut-être donner le goût, sensibiliser les gens, amener les gens vers vous. Puis une fois que les gens y ont goûté, puis que vous avez fait vos preuves, là, on peut travailler puis essayer de scaler, amener à l'échelle le modèle, puis c'est plus facile d'aller chercher les financements. En tout cas, dans les sphères de l'innovation, du numérique, on fonctionne beaucoup comme ça avec les entrepreneurs. Faut que tu vas intervenir, mais c'est parfait, j'allais te poser une question, Laurent, comme professeur. Hein, je vais tout le temps me tourner vers toi. J'assume. Donc, cette nouvelle réalité-là, est-ce qu'on doit réfléchir à la formation? Il va y avoir un panel sur la formation demain, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Est-ce qu'on doit réfléchir à comment on forme les artistes, les entrepreneurs, les gens du numérique de demain? Est-ce qu'on doit revoir ou repenser à ça aussi? Je vais faire un tout petit peu de rétropédalage parce que Emmanuel, dans son intervention, a prononcé 2 gros mots qui semblent aujourd'hui faire évidence, mais c'est relativement récent qu'on parle des artistes et des créateurs comme des entrepreneurs. C'est relativement récent qu'on leur dit non seulement vous devez être des entrepreneurs, mais vous devez être des innovateurs. Puis ça commence à percoler dans le discours généralisé, mais c'est nouveau. Et puis, être un entrepreneur, être un innovateur, je ne veux pas dire c'est un métier, mais oui, il y a des pratiques, oui, il y a des outils, il y a des attitudes, des postures à développer. Il y a une vraie pression aujourd'hui dans le milieu pour dire vous devez l'être, vous devez être entrepreneur, vous devez être innovateur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je pense qu'il y a 2 voies d'exploration possibles, la formation, et en particulier la formation initiale. Donc avant même, je vais me dédouaner un peu, mais avant même ce que nous on fait à l'université, dans la formation initiale, de réfléchir un peu plus à la carrière, de réfléchir un peu plus à la valeur créée quand on est engagé dans des projets artistiques et culturels. Ça, c'est une voie d'exploration qui me semble importante. Puis la deuxième voie, puis tu as évoqué l'écosystème d'incubateurs, c'est la mutualisation et le fait de se nourrir des expériences existantes. Parce qu'il y en a, puis il y en a des bons et des très bons autour de nous, mais qui le font à la Monsieur Jourdain, là, qui en ont fait sans trop s'en rendre compte, qui ont bricolé, qui ont trouvé des solutions. Ben, peut-être que ces solutions, il faut les regarder un peu plus, les mettre un peu plus de l'avant, les partager, les théoriser aussi un peu plus, les modéliser un peu plus pour que le milieu justement de la formation, de l'enseignement, de l'accompagnement puisse s'appuyer sur des faits réels, entre guillemets, et pas uniquement un concept de business model ou un concept de posture. Et est-ce que c'est, puis là je me permets, okay, un petit éditorial, est-ce que c'est pas beaucoup demandé? On demande à un artiste, il faut que tu sois entrepreneur, il faut que tu connaisses un peu le numérique, il faut que tu t'inities à telle technologie, il faut que tu fasses de la diffusion, il faut que tu réfléchisses au financement. Puis à un moment donné, le temps pour créer, il est où là-dedans? J'aimerais me mouiller là-dessus, puis si vous me lancez des rushs, je comprends que ma réponse ne fait pas plaisir. Mais honnêtement, c'est le système de formation, d'éducation, c'est pas juste au niveau postsecondaire qu'il faut regarder. On est très bon à former des gens qui vont devenir des employés éventuellement. Et donc, c'est tout comment on peut bâtir la culture beaucoup plus tôt dans le cursus pour que ça devienne des réflexes, que ça devienne normal, que une fois que vous êtes rendu à faire votre formation collégiale, universitaire, que les réflexes soient déjà quelque part en vous. Puis sinon, c'est de collaborer avec d'autres, de trouver des gens complémentaires à vous. C'est souvent ça qu'on retrouve. Il n'y a aucun entrepreneur qui détient tous les skill sets, aucun entrepreneur qui sort des bancs d'école puis qui sait exactement quoi faire. Il faut qu'il se plante, il faut qu'il apprenne. Donc pour moi, l'aspect de formation, apprendre par l'action, qui est très présent dans la direction d'entrepreneuriat de l'innovation à HEC, c'est toutes des nouvelles aussi approches puis méthodes qu'on est well-versed, on connaît ça dans le milieu de l'incubation. C'est comme ça qu'on vous accompagne. Puis d'habitude, on n'est pas pire à vous aider à éviter les nids de poules ou à vous relever quand vous trébuchez. Moi, je dirais une ambition, ça se design, puis il y a de multiples ambitions, c'est-à-dire qu'il faut juste ajuster le plan avec l'ambition. Puis là-dedans, il n'y a pas de jugement à avoir. En fait, il y a toutes sortes de formats d'entrepreneurs, d'organisations, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut juste que le plan fonctionne avec les étapes qui sont visées. Puis des fois, là, il y a une discordance. Des fois, on veut atteindre la Lune, mais en fait, on ne veut pas construire la fusée pour y aller, là. Il faut faire les deux, puis il faut faire des choix. Puis je pense que ça, c'est une démarche qu'on accompagne, puis dans le respect, en fait, de là où les personnes qui sont porteurs, mais
par définition, quand tu décides de partir ton organisation créative, que ce soit une compagnie d'art vivant ou une maison d'édition, ben, tu es déjà devenu un entrepreneur, là, que tu le veuilles ou non. Fait que j'aime beaucoup ça, mais je reviens quand même avec ça parce que moi-même, ayant été artiste de cirque pendant 20 ans, ayant fondé une entreprise, je me considère comme entrepreneur artiste. À un moment donné, je me suis plaint, j'ai plus de temps dans le gym, j'arrive plus à m'entraîner. Mais la réussite, c'est vraiment l'interdisciplinarité, la construction d'une équipe complémentaire, mais c'est venu aussi avec des défis. Et moi, je n'étais pas encore dans la technologie vraiment, là, mais si je rentre là-dedans, un mindset technologique de programmation avec celui de l'artiste jongleur ou l'artiste, le metteur en scène et tout ça, fait que les défis de cette collaboration-là, est-ce que vous en voyez? Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Parce que là, j'ai l'impression que tout est sur les épaules de l'artiste ou du créateur, mais en fait, il y a cette équipe-là à créer. Je vais en rajouter un peu, parce que non seulement il faut être entrepreneur, il faut être innovateur, il faut être stratège. Ça va faire plaisir à Serge, mon collègue, qui est là, qui enseigne la partie stratégique de nos cours. Je vais donner un exemple puis essayer de revenir sur ta question. Il y a une association aux États-Unis, Future of Music Coalition, qui regarde le métier de musicien professionnel, puis qui dit aujourd'hui, un musicien, c'est quelqu'un qui, au moment où il veut gagner des sous, a plus d'une quarantaine de possibilités différentes d'engagement. Vous pouvez très bien être musicien dans des mariages, si vous voulez, vous pouvez vous enregistrer ou pas, vous pouvez devenir prof de musique, etc. Mais on identifie une quarantaine de possibilités. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir faire des choix. Il faut faire des choix sur ces possibilités et les faire idéalement de façon éclairée. Donc on doit, si on veut prendre au sérieux et de façon pragmatique la professionnalisation, reconnaître que c'est un métier, puis qu'on veut gagner sa vie à travers ce métier, que ce métier il peut devenir une entreprise et créer des emplois, on va devoir être pragmatique, puis faire des choix de positionnement. Après, le pragmatisme, pour reboucler sur ta question, ben bien souvent, c'est pas vrai qu'on doit tout connaître. Puis je pense que développer très tôt des relations, j'aime bien sur les modèles de valeur, là, dire 3 questions niaiseuses à poser, compliquées à répondre, c'est qui j'aide, à qui je m'adresse, comment j'aide, qu'est-ce que je vais faire, mais aussi qui peut m'aider. Et de poser très tôt la question qui peut m'aider. D'aller parler très tôt, par exemple, à des développeurs informatiques, d'aller parler très tôt aux gens du jeu vidéo, d'aller même dans les universités, dans les écoles, les rencontrer très tôt en disant « Regarde, moi j'ai un projet, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je pense que tu peux m'aider, qu'est-ce que tu peux faire ?» Puis en général, ces gens-là, ils répondent, ça les fait triper de travailler sur des choses qui ont du sens. Puis peut-être un petit truc, utiliser Mitax pour aller recruter des stagiaires. Ou la Factory aussi, qui ont un super programme de placement de stagiaires. Je veux dire, en termes de ressources pour vous aider à trouver des gens, bon rapport qualité-prix. Je ne veux pas parler, c'est pas du bétail, mais je veux dire, c'est des gens qui sont super motivés puis qui vont vous apporter autant que vous allez leur apporter. Il y a des financements spécifiques pour ça. Là, vous m'avez tendu la perche, là, puis comme je travaille dans un centre de recherche, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, là. C'est-à-dire, toutes ces technologies-là, le numérique, ben, il faut trouver des solutions. On a parlé d'essais, d'erreurs, donc il faut les inventer, il faut innover, il faut les créer. Donc, la relation dans l'écosystème de demain, la relation entre les artistes, les créateurs et les centres de recherche, vous voyez ça comment un petit peu? J'ai un très bon exemple. Je vais faire mon infomercial 2 secondes. On vient de sortir un livre qui est le résultat d'un projet de recherche, Action concertée, Fonds de recherche du Québec et ministère de la Culture, qui a été très perturbé par la Covid, mais on a étudié une dizaine d'exemples à travers le Québec. C'est un bouquin sur esprit entrepreneurial et numérique. Et on a un exemple que j'aime beaucoup, c'est Sporobol à Sherbrooke, qui à un moment se dit avec qui on peut faire des trucs intéressants en numérique et où est-ce qu'il y a des sous. Oui, dans la recherche, il y a des sous. Et donc d'amener des scientifiques à s'intéresser à la démarche de création, de dire qu'on peut utiliser de la connaissance scientifique à la fois comme outil, support, mais comme matériau de création, c'est aussi ouvrir vers des espaces de financement un peu inusités, où il y a en fait beaucoup d'argent. Tu mentionnais Mitax. Mitax, il frappe à notre porte en disant on a de l'argent, prenez-le, quoi. Il faut monter des projets. Mais dans le milieu de la recherche, il y a moyen d'aller chercher des choses extrêmement intéressantes. Je reprends l'exemple de Epic Games. Epic Games avec Unreal, ils sont ravis de travailler des projets comme ça. Ça va amener leur moteur, qui était un moteur de jeu, vers d'autres univers où il va pouvoir trouver d'autres utilités, générer de la valeur autrement. Pour faire du pouce sur les exemples, nous, on collabore avec une chaire de recherche de l'Université Laval en
anxiété, autogestion et travail avec des créateurs en technologie immersive. Puis un des partenaires qui est dans la démarche aussi, c'est une compagnie d'assurance parce qu'ils sont intéressés réellement au développement de l'impact des technologies immersives sur des états d'anxiété dans différents contextes. Donc, c'est des mécaniques qui peuvent nous amener à sortir, même je pense, à stimuler la créativité, pourquoi pas, mais qui peuvent aussi amener du financement qui va, oui, percoler dans ces solutions-là, mais qui pourrait très bien percoler dans un spectacle ou un autre format après, là. Donc, il faut être créatif aussi dans sa façon de monter ses projets pour amener différents types de partenaires qui sont peut-être moins souvent sollicités. L'assureur, c'est Beneva. Il était tellement content. Il trouve ça tellement extraordinaire de s'impliquer dans l'immersion qu'il a décidé de collaborer aussi avec la SAT sur un autre projet. Donc, il y a encore des gens qui sont peut-être moins sollicités, qui sont intéressés à collaborer, là. Il faut les identifier puis monter des projets. Super, merci beaucoup. Je pense que vous allez vous faire des amis. Il y a plein de gens qui vont venir vous voir au niveau du financement parce que vous êtes quand même hyper positif. Puis, Emmanuel, je vais te poser une question. Ouais, mais quand même, on est... Puis c'est vrai qu'il y a des sources, mais ça semble parfois difficile à les chercher. Puis je veux revenir avec ça. En parlant avec ta collègue la semaine passée, elle me parlait de financement créatif. Okay? Puis pas que je veux fermer la boucle, on n'a pas fini, mais puis là, financement créatif, ça veut dire quoi, ça, financement créatif? C'est une belle phrase, là, mais... Faire venir des travailleurs illégaux par container. Non. Les financements créatifs, c'est dans l'ordre où on est rendu dans le panel. Comment on peut conjuguer une partie qui pourrait peut-être être destinée à des OBNL? Et là, est-ce qu'on se crée un OBNL, une coop de solidarité à but non lucratif? Est-ce qu'on s'allie à un OBNL déjà existant? Et là, on va chercher cette tranche-là. Ensuite de ça, une partie recherche. Est-ce que je connais le CRITAC ou est-ce que je connais différents centres de recherche? Puis honnêtement, on ne va pas vous perdre aujourd'hui avec tous les acronymes qui existent parce qu'il y en a plus que 72. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut aller faire de ce côté-là? Ensuite, quel niveau d'aide je peux aller chercher au niveau local avec, ici à Montréal, les PME-MTL, il y en a 6. Chaque région du Québec a des centres locaux de développement économique. Au niveau provincial, le MEI, la SODEC, on parlait de la CAC, CAM, CALC, tous les cas. Au niveau fédéral aussi, ICED, ça peut être des endroits hyper intéressants pour vous. Si on pourrait vous diriger vers Innovation Canada qui pourrait vous donner plein d'informations. Puis ils vont vous amener vers des partenariats naturels avec des acteurs que vous n'auriez pas du tout pensé. On parle de corporatifs, on parle de chercheurs. Des fois, entre entrepreneurs, on parlait de mutualisation tantôt, la personne qui était là, ça ne veut pas dire que vous allez faire les deux le même projet, mais vous allez bénéficier de la même technologie. Fait que le gouvernement, il fait d'une pierre deux coups, votre projet est beaucoup plus sexy que si vous le présentez seul. De le présenter en mode cluster, de le faire au travers du Lab 7. C'est ça, la logique de dire comment on peut diversifier, étoffer, avoir des intérêts qui sont convergents. Pour ça, il faut sortir de son salon. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Puis c'est pas toujours évident de se lancer là-dedans. Mais après ça, c'est de pouvoir classer les gens par rapport à moi, mon projet, où il me mène, puis où sont les points de convergence avec les autres types de partenaires qu'on parle. Puis par rapport à ça, on pourrait s'en reparler à l'extérieur, mais on peut vous aider dans le milieu. Les trois, j'inclus Laurent là-dedans, parce qu'il y a quand même 3 incubateurs, accélérateurs, même peut-être plus avec les parcours à HEC. Il y a une tonne de ressources pour vous, dont plusieurs, c'est des services même gratuits pour vous aider à monter ces projets et programmes-là pour aller chercher les financements et les partenaires. Si je peux me permettre, aussi, oui, il y a de l'accompagnement, il y a du support, mais je pense que c'est une responsabilité commune aussi entre les organisations et l'écosystème de peut-être aider les différents intervenants à comprendre c'est quoi l'économie créative. Nous, on parle beaucoup de ça, puis Laurent en a parlé en tout début du panel, la valeur de la créativité, puis on y va, c'est l'économie créative. Mais pour ça, on a besoin d'exemples, on a besoin d'études de cas, on a besoin de dialoguer avec les organisations. C'est sûr, on le fait naturellement, mais même des fois de nous dire hey, on a réalisé ça dans tel secteur ou de cette nouvelle-là pour qu'on puisse monter
tous ensemble un discours commun sur c'est quoi l'économie créative, parce que c'est pas toujours bien compris, saisi, parce qu'il y a tellement de sous-secteurs que tout le monde parle de sa partie, les arts vivants, les jeux vidéo, les éditions, l'art visuel. Mais tout ça, c'est l'économie créative. Puis dans un spectacle, il y a tout ça, ou presque aussi. Donc, de se regrouper au niveau du discours, je pense qu'à moyen terme, ça peut donner des résultats parce qu'il y a une écoute, mais il y a un manque de compréhension. Voilà. Puis peut-être la petite chose que tu m'as fait penser, le cheat sheet, le petit truc qu'on donne aux gens, c'est vous êtes à 3 personnes d'avoir accès à tout le réseau que vous avez besoin au niveau du financement de l'innovation. Donc, c'est une recherche en continu, mais éventuellement, vous pouvez commencer à placer les gens. Hey, lui, il en connaît tellement plein, il a appliqué à plein de choses, c'est vers lui que je vais me tourner pour mon prochain projet, il va me faire sauver beaucoup de temps. Ah, lui, il est placé au gouvernement, il travaille avec les autres institutions. Ah, lui, dans le milieu financier, il connaît les investisseurs privés puis les banques. Trouvez puis gardez près de vous, payez-leur un lunch ici et là. Mais pour vrai, c'est ça qui va vous aider à accélérer toute cette démarche-là avec des multi-partenaires. Super, merci. Laurent, je me retourne vers toi parce que tout à l'heure, tu as parlé, pas comme professeur cette fois-ci, comme Laurent, mais tout à l'heure, tu as parlé d'offres, presque de suroffres, pas d'augmentation de l'offre. On l'a vécu dans la musique, on le voit à la télévision, on le voit ici. Donc, les arts dans le numérique, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a plus d'offres qu'avant? Est-ce qu'il y a un danger ou est-ce que tout ça amène un peu une réflexion offre versus attente des créateurs ou du public? C'est un super bon point. Puis moi, je commence souvent nos enseignements sur ces questions-là, sur ce point-là, sur le fait qu'on est, de fait, on est aujourd'hui en situation de suroffre et dans différents secteurs, sous-secteurs des arts et de la culture. La musique, c'est super évident. Les arts visuels, c'est là aussi super évident, et Internet n'a pas aidé évidemment là-dessus. Mais là où ça devient aussi un peu préoccupant, c'est si on regarde la densité d'art vivant à Montréal par habitant est questionnante sur la capacité de toutes ces propositions à exister puis à survivre. Donc il y a une compétition de fait aussi entre ces différentes organisations qui amènent à poser la question à nouveau de la façon dont on crée de la valeur, du modèle d'affaires, de la façon dont on se présente. On n'en a pas parlé, mais une autre pression, c'est évidemment comment on se promeut. On a évoqué un peu découvrabilité, mais le fait d'être vu, d'être visible, d'être attirant, etc., puis de gérer aujourd'hui un écosystème de réseaux sociaux qui est presque incontournable, est un autre poids qui pèse sur cette industrie-là. Mais il y a une compétition qui suppose donc à réfléchir autrement la façon dont on va se présenter, puis éventuellement la façon dont on va aller essayer de proposer de la valeur, de la capter, puis de s'assurer qu'avec ça, on est capable de maintenir des organisations, de maintenir des emplois. Parce que le risque, sinon, c'est la fragmentation du financement. Et puis si tout le monde reçoit moins, tout le monde existe, mais plus pauvre. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on veut. Donc ça suppose aussi à un moment peut-être de discriminer sur l'offre. C'est difficile, ça. On ne veut pas ça, d'ailleurs, du point de vue du financement public, mais la réalité de ces secteurs-là, c'est ça aujourd'hui, quoi. D'où l'importance d'aller regarder la valeur autrement, dans la relation à l'innovation sociale, dans la façon sur ce dont on capture de nos processus de création, les apprentissages liés à l'expérimentation numérique, etc., etc. Donc, suroffre, Ouais. donc difficulté. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Emmanuel, tu as parlé du financement privé dans l'écosystème. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Parce que moi, comme ancien artiste, j'aurais jamais pensé aller cogner vers un financement privé. Alors, c'est pas quelque chose de naturel, obligatoirement. Oui, bien en fait, c'est sur un axe de non remboursable, les types de financement subventionnaire, le non dilutif, les financements plus traditionnels, les prêts, les marges. Puis après ça, on peut aller vers le dilutif, l'équité, donc investir dans vos compagnies, allez vous trouver des investisseurs, des anges même des fois. On regarde les studios ici à Montréal qui ont performé avec du AR, du VR. Pour nous, c'est des modèles hyper intéressants parce que sur la Rive-Sud, on a un cégep, le Collège Champlain, qui a une spécialisation justement en AR, VR. Puis on travaille avec Inédit, un autre CCTT qui a une spécialisation là-dedans. Puis quand on regarde qu'est-ce que ça prend pour ces entrepreneurs pour qu'ils réussissent, il faut qu'ils aient... Puis en passant, je ne suis même plus sûr si je réponds à ta question.
C'est en train de passer à côté. Mais non, OK, non, mais t'es quand même en ligne. Là, financement privé, je voulais t'entendre. Le financement privé, excuse-moi, merci. Puis quand on réussit à voir les entrepreneurs qui réussissent vraiment tôt dans le processus, bien, ils ont maximisé tous les financements à leur disposition et le privé est souvent là. Donc, le Love Money, des anges, ils vont avoir aussi... Moi, je fais partie du conseil d'administration le réseau de micro-entreprendre, donc pour des prêts de 20 000 $ et moins. En fait, il y a comme tout un réseau qui permet, une fois que tu es allé les chercher, tu as fait tes preuves, mais les prochains financements, ils deviennent d'autant plus faciles parce que tu as dérisqué ton projet, tu as montré ce dont tu étais capable. Et ça démontre aussi, en tant qu'entrepreneur dans le domaine des arts, que vous êtes prêt à prendre une partie du risque, pas juste votre temps et votre énergie, mais vous êtes prêt à garantir ou à cautionner des prêts. Puis à ce moment-là, ça peut envoyer un message fort assez intéressant. On travaille aussi avec la Caisse de la culture chez Desjardins à cet effet-là. Donc, excuse-moi, parce qu'il y a une évaluation de risque, parce qu'il y a sur-offre, puis en même temps, il faut assumer le fait d'avoir éventuellement des prêts, puis d'être capable de les rembourser. Donc, il y a une gestion de risque là-dedans aussi, qui est une compétence à développer, j'imagine, chez les artistes, chez les entrepreneurs. Non? De façon égale. Pour moi, dans ce contexte-là, vous êtes les deux et si vous ne le détenez pas, s'il n'y a pas en passant dans le milieu entrepreneurial, je travaille dans le milieu du financement de l'entrepreneuriat depuis 2014, c'est la littératie financière. C'est la capacité des gens à être à l'aise avec les chiffres, à pouvoir prévoir, à pouvoir jongler aussi avec la comptabilité. Bref, c'est vraiment un défi, puis ça l'est encore aujourd'hui. Donc, tout domaine confondu, quand on entreprend. Alors, gardez-vous en tête d'aller vous chercher quelqu'un qui se connaît mieux que vous. Des fois, on peut vous apporter des ressources à travers nos réseaux de support à l'entrepreneuriat. Ou sinon, essayez de trouver quelqu'un, accrochez-le avec vous dès le début, puis regardez la viabilité du projet. Puis si vous voyez qu'il y a des trous trop importants ou que la charge de remboursement est trop importante, mais là, on peut s'en reparler après ça pour essayer de voir créativement comment on peut aller le chercher ailleurs, cet argent-là. Puis, excuse-moi, je t'interromps, mais faire appel aux nombreux incubateurs, accélérateurs qui sont nés depuis 10, 15 ans. Il y en a de plus en plus, là, des organismes pour accompagner les entrepreneurs. Donc, il faut y faire appel. Juste avant, là, il nous reste à peu près 8-9 minutes, puis on va aller vers des questions dans la salle. Mais juste avant, j'aimerais ça vous entendre en une phrase ou deux, là. Vous le voyez comment, vous, l'écosystème de demain, en une phrase ou deux? Là, vous positif par rapport au développement ou avez-vous des craintes? Là? C'est quoi votre vision par rapport à l'écosystème des arts dans le numérique, dans le futur? Moi, je suis assez positive sur l'aspect de l'innovation. Je pense que c'est par là qu'on va se démontrer, encore une fois, comme Québécois. Là, on est une société de patenteux. Puis l'innovation n'est pas loin, en autant qu'on se structure. C'est-à-dire que l'innovation, ça ne tombe pas du ciel, c'est une démarche. Puis, mais il y a un énorme potentiel, là, encore une fois, de créer de la valeur à travers ça. Pas juste dans le produit en tant que tel de l'innovation, mais de vraiment de voir comment l'exploiter. C'est vraiment ça, dans le sens de comment en tirer le plus parti possible, parce qu'on en génère quand même, je pense, beaucoup là, au Québec. Puis on est reconnu mondialement quand même. C'est pas deux phrases, hein, mais j'achète. Pour ça, puis c'est la voie aussi d'accès à l'international, je pense, cette différence-là. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. Merci beaucoup. Création de valeur, excellent. Laurent? Moi, je suis assez optimiste aussi pour plein de raisons. Je trouvais ça intéressant que tu parles d'économie créative parce que c'était un concept, un objet qui nous a animés en recherche depuis une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années. Puis on comparait, à l'époque, c'était la mode des villes créatives. Puis on a comparé beaucoup de territoires, beaucoup de villes, et il y a des particularités montréalaises et québécoises, moi, qui me rendent optimiste, en particulier cette espèce d'horizontalité de la socialité. C'est-à-dire qu'on se connecte, on va aller parler à un avocat, On a étudié des villes très créatives qui fonctionnaient beaucoup en silo, dont on parle beaucoup. Ça fait 15 ans qu'on opère une école d'été entre Montréal et Barcelone. Barcelone, c'est une ville de créateurs dans des secteurs où les gens se parlent finalement assez peu. Montréal, c'est une ville créative. C'est-à-dire les secteurs se parlent, il y a une perméabilité qui est vraiment intéressante, mais qui doit continuer d'être cultivée. Les incubateurs aident beaucoup, il y en a peut-être trop. Bon. Il y a une sur-offre. Il y en a eu beaucoup ces dernières années, mais je trouve qu'il y a un potentiel fantastique,
sous condition. La condition, c'est lever le regard puis se connecter. C'est aller voir. C'est pas en restant dans son coin, il ne se passera rien. Mais il faut aller voir le milieu de la santé, il faut aller voir le milieu de l'innovation sociale, il faut aller voir les gens qui ont des enjeux en développement urbain, il faut aller voir le milieu de l'éducation, il faut aller voir la recherche. Et c'est ces connexions-là qui vont donner des choses hyper intéressantes. Ce qu'on a vu tout à l'heure, pour moi, c'est de l'hybridation. Cette hybridation, c'est le propre aussi pas mal de Montréal, historiquement, mais il faut continuer de la jouer et puis de la jouer fort. Merci Laurent, c'est super encourageant, le fun, c'est optimiste d'entendre ça. As-tu quelque chose de plus positif pour finir notre panel? Moi, j'avais préparé 2 phrases, là. We need you, puis help me help you. Puis pour faire ça simple, on a besoin de vous parce que le domaine de l'innovation, là, on a étendu le scope à l'innovation sociale, l'innovation durable, puis qui peut inclure aussi l'innovation sociale. Les formes d'innovation se basent sur l'humain. Il y a un retour en force des sciences sociales actuellement dans les entreprises. Il y a une revalorisation de tout votre parcours. Pourquoi, entre autres? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On ne peut plus se permettre de ne pas avoir des personnes intelligentes qui peuvent résoudre des problèmes, puis pour qu'ils puissent participer à des projets plus grands ou à des entreprises. Donc, si on a besoin de vous là, clairement, on a besoin de vous aussi en tant qu'entrepreneur dans vos propres ventures à vous, puis on veut apprendre de vous pour pouvoir le reprendre, puis après s'en inspirer, puis de faire l'innovation adaptative qu'on parlait tantôt, puis apprendre de ça, puis de mettre dans d'autres domaines. Puis Help Me Help You, ça veut dire sortez de la bulle. Les industries créatives, c'est déjà un milieu qui est énormément hybridisé, pour reprendre le terme. Bien, continuez à vous faire voir, puis venez nous voir. Et c'est avec ce dialogue-là qu'on va pouvoir mieux comprendre où vous en êtes, puis vous mettre en contact avec les bonnes personnes dans le réseau du financement. Merci beaucoup, Laurent, Emmanuel, Delphine. C'est super motivant de vous entendre, c'est encourageant en tout cas. On se tourne vers l'audience. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour nos invités? Des insultes? Ah, une insulte là-bas. Bonjour. Ma question, ce serait, dans le fond, la première étape, quand quelqu'un a un projet, vous les enverriez vers où? Puis elle s'adresse aux 3. Vous avez l'air d'avoir des approches qui sont quand même un peu différentes. Donc, vraiment, c'est quoi la première étape? Par où vous allez? C'est quoi la première question? À qui la première personne a parlé avec un projet, une idée ou quelque chose du genre? Bien, nous, de notre côté, on travaille à travers le Québec, mais admettons que le projet nous arrive en Montérégie. On va vouloir travailler avec Culture Montérégie, entre autres, pour se faire une tête. On va vouloir travailler avec le Centre local de développement économique aussi, pour voir c'est quoi les ressources à votre disposition. On va essayer de vous catégoriser. En fait, le projet touche à quelle sphère? On va peut-être vous présenter à la Caisse des jardins de la culture. Donc, c'est un petit peu ça, les premières ressources. Après ça, ça serait le fun que vous parliez à la piscine, peut-être même à Zoo. Tout dépend de où vous en êtes rendu, puis à quel point vous voulez intégrer des aspects innovants ou plus traditionnels. Ça joue pour beaucoup, en tout cas dans le type de support qu'on offre dans les incubateurs. Ben, nous, on a différents programmes, en fait, qui s'adressent à différents stades de maturité d'un projet, d'une organisation. Donc, on a des offres qui concernent, je dirais, l'émergence, ce qu'on appelle l'émergence d'un projet. Puis, à ce moment-là, c'est vraiment une aide à la structuration de base pour évaluer, en fait, même avant de commencer. Ça vaut la peine d'évaluer avant de commencer aussi le potentiel de l'idée. Puis, on a parlé de suroffre, donc dans ce contexte-là aussi, de voir comment l'idée qu'on a se différencie peut-être de ce qui existe déjà. Puis, si ce n'est pas possible aussi, peut-être, plutôt que de développer une autre organisation, d'en joindre une ou de collaborer avec une qui existe déjà. Être entrepreneur aussi, des fois, c'est aller apporter son expertise à une organisation qui est déjà... donc, on fait ce travail-là en amont là, avec des projets. Ouais, moi, j'aime bien la question, puis je vais avoir une réponse tangentielle. Là, pendant longtemps, on a formé des entrepreneurs en leur disant « si tu as une idée, surtout, t'en parles pas ». Et puis, je pense que un élément de réponse, c'est de dire « je ne sais pas à qui tu dois aller en parler, mais c'est sûr qu'il faut en parler ». Puis il faut en parler à la limite au plus de monde possible pour apprendre avec, pour aller chercher du feedback, aller en parler à de l'audience potentielle, aller en parler à un producteur potentiel, aller en parler à un financeur potentiel, et puis à des collègues qui font un peu la même chose. Mais c'est clair que plus vous allez en parler, plus vous allez fédérer autour de votre idée, puis peut-être qu'on va dire, ben, ton truc, ça ne tient pas la route, puis dans ce cas-là, il faut passer à autre chose. Mais je pense que il faut sortir, un peu ce que tu disais, sortir de la bulle, puis aller au-devant d'eux, quoi. Ouais.
Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y en a une autre question? On a du temps pour une autre question. 1 minute. Une petite question. Puis peut-être Non. que... Tu as quelque chose à rajouter? Ouais, Je veux juste dire, puis il n'y a pas de jugement. Venez nous voir dans le phénomène de sortir de sa bulle, d'être vulnérable, de s'exposer, d'aller à la recherche aux informations. Honnêtement, le milieu entrepreneurial n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous prendre puis vous donner des pistes le plus rapidement possible. Souvent, c'est ça la première barrière. Puis dans votre milieu, des fois, vous allez être ce qu'on peut appeler des solopreneurs, donc l'aspect mutualisation puis d'intégrer d'autres projets. Mais quand vous avez quelqu'un comme Delphine et son équipe qui envoie plein de projets, c'est plus facile pour elle, avec la masse critique, leur spécialisation dans l'industrie, de pouvoir vous diriger plus rapidement. Ouais. Puis comme tu le disais, Laurent, Montréal est parfait pour ça, le Québec est parfait pour ça, pour s'interconnecter avec tous les gens qui pourraient nous aider, pour partager nos idées, aller valider nos idées. Bref, merci beaucoup Laurent, merci Emmanuel, merci Delphine, merci à vous. Merci.